Bonsoir à tous, bienvenue sur M6 pour cette soirée événement. Vous allez découvrir en exclusivité le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand, Legacy, notre héritage. 11 ans après Home, le documentaire le plus vu de l'histoire avec 800 millions de personnes touchées à travers le monde, Yann Arthus-Bertrand nous livre un document choc. Legacy, c'est le cri du cœur d'un homme qui a passé sa vie à parcourir la terre vue du ciel. C'est un témoignage poignant sur notre planète, plus que jamais en souffrance. Yann Arthus-Bertrand nous livre son héritage, notre héritage, et il me rejoindra sur ce plateau juste après. Regardez. Ce programme est disponible en audiodescription. C'est bref et immense à la fois la vie d'un homme. Des endroits et des moments vous marquent à jamais. Ils tracent votre route et votre rapport au monde. C'est ce que j'ai vécu il y a 40 ans au Kenya. J'étais un Parisien de 33 ans. Ma vie était bercée depuis l'enfance par l'amour des animaux et le rêve d'une liberté absolue. J'avais vécu tout petit sous des règles que j'essayais de déjouer. Un cancre entre les murs des écoles et des appartements qui, aussi grands soient-ils, était beaucoup trop petit pour explorer le monde. Nous arrivions là, avec mon épouse Anne et ses 2 petits-enfants, au cœur de la vie sauvage. Nous avions pris un ticket de 3 ans. Nous avons construit notre maison de nos mains avec l'aide de nos amis africains. Nous écrivions une thèse sur les lions. Nous passions des journées à les observer. Les lions m'ont appris la photographie. Observer la vie des animaux m'a profondément transformé. Je viens de là. Je viens de ces animaux. Grâce à eux, j'ai appris la liberté d'être. Jamais je ne me suis senti aussi vivant et heureux. Les lions n'avaient pas peur de nous. Ils n'avaient jamais été chassés par l'homme. C'était un rêve absolu, une découverte. Vivre en famille avec eux. Ici, animal sauvage ne veut pas dire avoir peur de l'homme. Nous étions acceptés comme faisant partie de cette harmonie naturelle. Le cycle de la vie se déroulait sous nos yeux. Manger ou être mangé. Observer les animaux m'a appris à vivre dans le monde des hommes. Nous les voyons s'aimer, mais aussi mourir. La moitié des lionceaux mouraient la première année. Avec eux, j'ai vécu la vie dans son essentiel. Les enfants, l'amour, le sexe, la mort. Nous étions au cœur de ce cycle de la vie brute. Dans son insécurité, toujours aux aguets. Son harmonie échappe à tous nos repères. Pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière. Et j'emmenais les touristes découvrir les animaux tous les matins. Pour moi, ce fut une révélation qui a changé ma vie. D'en haut, je déchiffrais leur chemin, les couloirs dessinés par les milliers de gnous, de buffles, de zèbres, en route vers le sud du Serengeti, où ils trouveraient les pâturages abondants. Mais leur plus grand prédateur était le passage de la rivière Mara. Chaque année, les hécatombes de gnous se renouvelaient. Elles m'ont profondément marqué. Quand je vois ces images qui ont déjà 40 ans, je nous vois aujourd'hui creuser le même sillon qui nous amène aux impasses. Et je me demande quels animaux nous serons. Ceux qui savent traverser ou ceux qui connaîtront une même mort. L'évolution du Kenya entre mes premiers pas là-bas et aujourd'hui est la démonstration de notre histoire commune du monde. Jamais je n'aurais imaginé que tous ces animaux que je côtoyais seraient tous menacés d'extinction 40 ans plus tard. Et que 75% des terres seraient en grande partie accaparées et cultivées pour nourrir les 8 milliards d'hommes que nous sommes. Et jamais je n'aurais imaginé aussi que le blé, le maïs, l'orge voleraient l'herbe des antilopes et que le bruit mécanique des moissonneuses-batteuses résonnerait dans ce paradis de biodiversité, et ce partout sur la planète.
Nous avons cherché notre puissance dans la domination et le contrôle. La Terre l'a trouvée dans la liberté et le lien entre chaque chose. J'avais là-bas tout ce dont un homme peut rêver. Une forme de kit d'aventurier comme dans les bandes dessinées. Je crois maintenant que j'avais l'essentiel de ce qui fait une vie humaine. Et que ma vie n'aurait pas pu être entière sans ce que nous avons connu là-bas. Le Kenya, c'est aussi la terre des premiers hommes. C'est dans cette vallée du Rift qu'on a découvert les premières traces de nos ancêtres, l'Homo sapiens. C'est désormais le pays des Maasai. Le bétail est leur capitale et leur monnaie d'échange. En 1980, on croyait aux promesses du développement. Ce que l'Occident proposait me semblait le progrès naturel du monde. Nous allons tous devenir rationnels, plus riches et heureux. Je savais que le mode de vie des Maasai allait évoluer. J'étais un peu nostalgique, mais je voyais cette tristesse comme l'égoïsme d'un occidental privilégié. Mais aujourd'hui, leur territoire de pâturage pour le bétail s'est considérablement réduit à cause de l'agriculture. Ils sont souvent contraints de pénétrer les parcs naturels pour faire paître leurs troupeaux. Et pour se défendre des attaques des lions, ils ont maintenant troqué leurs lances pour du poison. Eux qui étaient si fiers de combattre les lions à la lance. Ces cerfs gigantesques colonisent le bord des lacs kényans. Comme en Éthiopie ou au Chili, haricots verts ou fleurs sortent à la chaîne pour orner les tables du monde entier. Livrées tous les jours par avion, elles nourrissent les sphères de la finance internationale, mais laissent derrière elles les conséquences très concrètes des pesticides et des déchets. Mais important, elles fournissent des emplois là où il n'y en avait pas. La misère est souvent plus partagée que la richesse. Je ne pensais pas, quand j'ai quitté le Kenya, que les 60 000 personnes du bidonville de Kibera seraient aujourd'hui 1 million et que ces conditions de vie seraient le lot d'un être humain sur 8. Combien sommes-nous désormais sur la planète d'exilés, de migrants, de réfugiés? Qui aurait cru que l'immense camp de Dadaab, installé en plein désert pour accueillir les réfugiés de la guerre civile somalienne en 91, serait encore là aujourd'hui? Il est devenu l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. 500 000 personnes y vivent et pourtant personne ne le connaît. Est-ce cela la promesse de notre progrès? Depuis que je suis né, les richesses produites et échangées sur la planète ont été multipliées par 20. Quel bon! Mais pourquoi? Pour que 1% de la population mondiale possède autant que les 99% restants? Ici aussi se profilent les signes du changement climatique. Le Kilimandjaro aux neiges éternelles est aujourd'hui presque sans glace, comme une vieille peau ridée. Ce n'est pas la Terre que nous devons faire mourir, c'est notre vision du progrès. La beauté est essentielle dans mon travail. Je crois qu'elle soigne l'âme, comme le disent les Navarros. Des cristaux de sel dessinent dans cette eau très noire du lac Magadi des peintures vivantes. Cette beauté est éblouissante. J'y retourne sans cesse. C'est comme une obsession. Ce jeune homme naïf et utopiste que j'étais au Kenya n'est plus. Je suis un autre homme aujourd'hui. Ce que j'ai appris de mon travail ces 40 dernières années et ce que nous disent les scientifiques remet en question toutes mes certitudes. Ans après le film Home, j'ai tout simplement envie de vous raconter mon sentiment du monde et notre incapacité à changer notre mode de vie alors que nous connaissons les solutions. Les scientifiques nous annoncent la 6e extinction de la vie sur Terre. Et de toute mon âme d'être humain, je ne peux pas l'accepter. Alors, ayons le courage de la vérité et regardons-nous avec les yeux ouverts. C'est l'histoire de Legacy, notre héritage. Je me pose souvent une question. Quand l'être humain a-t-il pris conscience qu'il était différent des autres espèces? Quand s'est-il éveillé?
C'est difficile à dire, mais une chose est sûre. Il y a 35 000 ans, au plus profond de la grotte de Chauvet en France, il le savait déjà. Il savait déjà bien sûr qu'il marchait debout et qu'il ne courait pas assez vite. Mais surtout, il savait qu'il apprenait à maîtriser son environnement mieux que les autres. Il savait qu'il était animé par la multitude de sentiments qui se mélangeaient en lui, d'amour et d'amitié. Je me sens une très forte connexion avec ces humains ayant vécu il y a des milliers de générations. Comme moi, comme vous, ils semblaient sensibles à la beauté de la nature. Ils s'appliquaient pour la figer dans le temps. Pour qui? Pourquoi? Ce qui est clair, c'est qu'ils n'ont pas choisi de se représenter, ni eux, ni leur espèce. Ils ont choisi de représenter les autres espèces dans toute leur majesté et toute leur splendeur. L'homme s'est toujours distingué des autres espèces d'une manière particulière et inattendue. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est la vôtre. C'est la tienne. C'est l'histoire de l'être humain, une espèce fantastique qui a tout réussi. Et vous allez voir comment ce petit être chétif, qui n'était pas naturellement bien armé contre les bêtes et les intempéries, a tout de même fini par maîtriser la nature et conquérir la terre tout entière. On dit souvent que j'ai l'œil d'un photographe, que j'arrive à capturer dans un paysage quelque chose de plus, une force qui est là, mais que tout le monde ne voit pas forcément. J'ai longtemps cru que cette force, c'était en fait mon perfectionnisme, mon acharnement à chercher le cliché parfait, les lignes harmonieuses, l'angle juste, la lumière idéale. Mais finalement, il est fort possible que cette force qui se dégage de certaines de mes images ne soit rien d'autre que celle qui anime la vie elle-même, l'énergie. Car l'énergie, c'est non seulement ce qui anime tous les êtres vivants et ce qui les relie les uns aux autres, mais c'est aussi leur raison d'être. Et c'est cette énergie qui sera le fil rouge de ce film. Au commencement, sur notre Terre, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait que de l'énergie qui tournait en rond, prisonnière des éléments, qui n'était ni transformée ni canalisée. Et de l'énergie, il y en avait énormément, sur toutes ses formes, opulentes, sauvages et dangereuses. La Terre du début, c'est uniquement de la roche en fusion, furieuse, enragée. Cette énergie repart aussitôt dans l'espace sous forme de chaleur car rien ne la retient. Puis, petit à petit, la vapeur d'eau créée par la Terre brûlante a produit une enveloppe de gaz autour de la Terre. Une atmosphère. Cette atmosphère laisse entrer les rayons du soleil qui chauffent la Terre mais ne laisse pas repartir la chaleur, comme le fait une serre. Cette chaleur nouvelle apporte les conditions propices à la vie. Sans cet effet de serre naturelle, les températures sur la planète seraient aux alentours de moins 50 degrés. Et à cette température, la vie telle qu'on la connaît n'est pas possible. La vie sur Terre n'existe donc finalement que grâce à l'effet de serre. L'accumulation des nuages va ensuite donner des pluies diluviennes qui finissent par former les océans.
pendant des milliards d'années, l'eau va passer d'un état à un autre, nuages, pluie, lacs et rivières ou océans, glace parfois, puis vapeur à nouveau. Ce cycle de l'eau perdure à ce jour. L'eau que vous buvez aujourd'hui est la même que celle qui a bercé les premières algues et celle qu'ont bu les dinosaures. L'eau est un élément essentiel de la vie. Elle constitue d'ailleurs près des 2/3 du corps humain. Et c'est dans ces océans que la vie va surgir, puis se diversifier jusqu'à fourmiller sous de multiples formes. Notre planète s'appelle la Terre, mais pendant la plus grande partie de son histoire, elle aurait pu s'appeler la planète Mer. Pendant très très longtemps, cette vie dans la mer s'est limitée à des organismes petits et simples, l'équivalent de notre plancton aujourd'hui. J'aime bien cette comparaison. Si l'histoire de la Terre, jusqu'à aujourd'hui, était résumée en une journée de 24 heures et qu'il était minuit maintenant, alors la vie serait apparue dès 6 heures du matin dans les océans. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que la vie ne sortirait de ces océans pour coloniser les terres que vers 22 heures. Et c'est à ce moment-là que les plantes apparaissent. Pour les végétaux, cette conquête des continents a dû être d'une difficulté inimaginable. Il a fallu coloniser un milieu tellement différent des océans où l'on se laisse bercer sans barrière ni pesanteur pour se confronter à la roche nue, dure et stérile. Mais ce nouveau terrain vierge en valait la peine car il regorgeait de cet élément nécessaire à la vie, l'énergie. Car cette énergie, c'est ce qui permet aux êtres vivants de fonctionner, de se développer, de se déplacer. Depuis que la vie est arrivée, son unique raison d'être a été de s'approprier cette énergie. Et les êtres vivants sont devenus des experts de cette exploitation. Si je respecte autant les êtres vivants, c'est que chacun d'eux est une incroyable création, bien plus sophistiquée que la plus raffinée des machines et bien plus fascinante aussi. Pour les plantes, ces espèces qui pour beaucoup d'entre nous sont surtout un décor, le problème de l'énergie a été résolu de façon inattendue en domptant l'énergie du soleil. Ce sont les seuls êtres vivants qui, grâce à la photosynthèse, ont accès à une énergie illimitée qu'elle transforme en matière. En matière végétale. C'est extraordinaire de réaliser que cette matière végétale qu'elle fabrique ne vient pas du sol, non. Elle vient du carbone de l'air, elle vient du ciel, transformée par la photosynthèse. S'en est suivi une course à la hauteur où les plantes les plus hautes étaient avantagées, ayant plus d'énergie à leur disposition. Elles pouvaient donc plus facilement se reproduire, transmettant à leurs descendants ces avantages qui leur ont réussi, créant génération après génération des plantes un peu plus hautes. Et c'est ainsi que sont nés les arbres. Dans leur course à la hauteur, ces magnifiques représentants de l'ingéniosité biologique ont dû résoudre des problèmes qui pourraient nous paraître insurmontables. Car un arbre est en fait un tronc qui relie deux couronnes. L'une, aérienne, visible, est faite de branches et de feuilles pour capter l'énergie de la lumière, et l'autre, tout aussi grande, souterraine, faite de racines pour capter l'eau et les éléments minéraux. Les arbres ne sont donc pas uniquement de magnifiques centrales énergétiques solaires,
Ils sont également de massives pompes à eau, capables de déplacer des centaines de litres d'eau par jour à des dizaines de mètres de hauteur. Ces colosses spectaculaires, géants dans l'espace et géants dans le temps, peuvent s'épanouir pendant des siècles, voire des millénaires. Et tout ça, évidemment, en créant de l'oxygène, qui va pouvoir être utilisé par les autres êtres vivants. Au fil des années, les arbres m'ont de plus en plus fasciné, prenant une place grandissante dans mes pensées. Pensez-y, avec le carbone qu'ils puisent dans l'atmosphère par leurs feuilles et l'énergie qu'ils empruntent au soleil, ils construisent de la matière, des branches, des troncs, des racines. Et lorsque cette matière meurt et retombe au sol, elle crée l'humus, qui va donner des sols sur lesquels vont pousser d'autres plantes, d'autres arbres. Avant ces plantes, il n'y avait pas de sol sur la terre, juste de la roche, nue et stérile. C'est le sol, la terre de notre planète a emprunté le nom, qui est le fondement des plantes terrestres. Le terreau de nos vies. D'ailleurs, humus et homo, le nom de notre espèce, ont la même racine étymologique qui veut dire terre. Cloués au sol et immobiles, les arbres communiquent entre eux grâce à leurs racines et grâce aux odeurs qu'ils dégagent par leurs feuilles. Ils ont aussi résolu de manière incroyable l'une de leurs plus grosses difficultés. Étant ancrés dans le sol, incapables de se déplacer, ils utilisent les animaux mobiles pour rentrer en contact et se reproduire grâce à leurs fleurs. Ils ont aussi développé des fruits afin d'attirer des animaux qui s'en nourriront et rejetteront les graines plus loin. C'est ainsi qu'ils ont réussi à coloniser d'immenses territoires sans se déplacer d'1 centimètre de toute leur vie. Évidemment, je pourrais vous tenir le même discours enthousiaste pour d'autres espèces que les arbres. Par exemple, celles qui n'ont pas développé la photosynthèse, les animaux, nos ancêtres. Ils ont trouvé une solution finalement beaucoup plus astucieuse pour récupérer cette énergie, en mangeant les plantes ou en mangeant les mangeurs de plantes. Ces herbivores et ces carnivores ne font rien d'autre que de récupérer l'énergie solaire stockée sous forme de matière dans les êtres vivants. Toutes les espèces vivantes sont poussées par une force naturelle plus puissante que tout, survivre jusqu'à pouvoir se reproduire. Toute l'énergie qu'ils captent est canalisée en ce sens. Toute l'énergie est mise dans la survie. S'il en reste, elle ira dans la reproduction, puis dans la survie l'année suivante pour se reproduire à nouveau dès que possible. Amasser, manger, dominer, se reproduire, telles sont les forces motrices de tout être vivant sur Terre. Mon expérience de vie au Kenya a fait de moi l'humble et attentif spectateur de la beauté de ce cycle infini du passage de l'énergie d'une espèce à l'autre. L'énergie est partout, tantôt économisée au maximum, tantôt explosive et impressionnante. Sans cesse circulant d'une espèce à l'autre dans les maillages des écosystèmes. L'homme a démarré son histoire comme toutes les autres espèces, avec les mêmes impératifs. Trouver de l'énergie pour perdurer dans le temps.
Mais contrairement au chêne ou à l'ours, il n'est pas parti avec les atouts des espèces robustes, puissantes. Il a peu d'armes pour lutter contre la nature. Il n'a pas de crocs, ni de griffes, ni de cornes. Il ne court pas très vite, nage lentement, ne vole pas. Et depuis le début, l'homme a deux avantages essentiels qui vont le sortir de sa condition animale. Son intelligence et son esprit de coopération. Là où il ne peut pas attraper seul le gibier, il va coopérer pour la chasse ou la cueillette. Il va aussi avoir une stratégie coordonnée. Il va inventer des pièges, des filets ou des armes. Coopération, intelligence. Ce n'est pas pour rien que l'humain vit en famille, en communauté, en tribu, en village ou en mégalopole. Il recherche la présence des autres, car elle a fait son succès à travers les âges. Pour se défendre contre les prédateurs, pour construire des abris contre le froid ou la chaleur, pour pêcher le poisson pendant que d'autres fabriquent des bateaux ou réparent des filets. Il prend soin de ses enfants, de ses malades ou de ses vieux qui pourront aider à leur tour. Il apprend à observer la nature, à la copier. Il comprend les vertus médicinales des plantes et les transmet au fil des générations. Encore maintenant, si je devais résumer ce qui est commun entre tous les peuples que j'ai visités au cours de ma vie, des tribus du Soudan à celles du Mali ou celles du Sahara, des villages d'Éthiopie aux communautés d'Inde, ou tout simplement en France, chez moi, je dirais sans hésiter que c'est leur perspicacité et leur sens de la communauté qui leur ont permis de s'adapter à des conditions dures, voire hostiles. Et c'est également vrai pour nos sociétés modernes. Si l'on revient à notre image de l'histoire de la Terre condensée en 24 heures, les premiers humains apparaissent vers 23 heures, 58 minutes, 43 secondes. À peine quelques battements de cœur dans une journée. Et pourtant, aussi insignifiante que cette apparition puisse paraître, la donne va complètement être changée. Et puis la vie de l'humain va changer radicalement quand il va apprendre à maîtriser l'énergie provenant des arbres sous une forme particulièrement efficace, celle du feu. L'énergie du bois qui brûle va l'aider à lutter contre le froid et l'humidité, repousser l'obscurité et les prédateurs, et tuer dans sa viande les parasites qui le rendaient malade. En apprivoisant cette source d'énergie, ce qu'il reste le seul à savoir faire, l'être humain va repousser les contraintes de la nature. D'ordinaire, toutes les espèces vivantes sont contrôlées par les intempéries, les sécheresses ou les hivers rigoureux, et par les autres espèces, que ce soit par le manque de nourriture ou quand elles deviennent trop nombreuses, ou par leurs ennemis naturels, les prédateurs et les parasites. Le génie de l'homme est d'avoir su enrayer toutes les formes de contrôle de la vie sauvage, se déjouant des intempéries et éliminant ses ennemis naturels, étirant à l'extrême l'élastique des ressources fournies par la planète. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, il n'y a progressivement plus aucune force capable de freiner la croissance d'une espèce vivante, l'homme. Après avoir dompté le feu, l'humain va passer maître dans l'art de canaliser d'autres formes d'énergie. Il va commencer par innover de manière spectaculaire, en domestiquant des animaux sauvages et en utilisant leur énergie. Dompter ces formidables bêtes, si fortes, si résistantes, permettra l'accomplissement de ce qui n'était pas envisageable jusque-là, notamment le transport sur de longues distances, ce qui nous paraît aujourd'hui commun. Monter sur le dos d'un animal puissant a finalement été incroyablement osé.
Avec cette union des énergies, l'homme acquiert une liberté nouvelle. Et il franchit toutes les frontières, à commencer par celle entre le possible et l'impossible. Ces animaux vont d'abord lui permettre de se déplacer plus loin, d'essaimer à travers la planète. La conquête du monde n'aurait pas pu avoir lieu sans la force de ces animaux, et la destinée de l'humanité aurait été tout autre. Après avoir domestiqué des animaux, il va aussi domestiquer des plantes sauvages et apprivoiser la terre. Apprendre à son contact pour qu'elle lui livre ses fruits en mêlant son labeur et son amour, son labour. Il va planter une partie de sa nourriture à certains endroits pour la récolter plus tard, mais démultiplier. L'humain passe alors de nomade perpétuel à sédentaire. En s'opposant, il va canaliser l'énergie de manière plus efficace et plus durable. Il va apprendre l'art de gérer sa terre. Et il va progressivement hériter de l'expérience poussée dans la pratique de transformer les paysages pour nourrir les siens. Je suis toujours fasciné par le travail incessant de ces femmes et de ces hommes de tous les continents qui peignent des fresques géantes sur les territoires, créant des œuvres d'art qu'ils ne peuvent pas voir, mais qui reflètent leurs efforts et leur savoir-faire. Cette communion entre la terre, les hommes et les animaux dure depuis des milliers d'années. Mais je constate qu'elle n'a finalement que peu changé dans la plupart des pays sur Terre. En inventant l'agriculture il y a presque 10 000 ans, il va pouvoir récolter massivement l'énergie stockée dans les plantes et ainsi mieux survivre, croître et se développer. Côte à côte, souffle et sueur mêlées, la femme, l'homme et le bœuf sillonnent péniblement la terre, la breuvent et la nourrissent, soignent les jeunes pousses qui émergent, fragiles. Ils luttent contre les rongeurs, contre les chenilles, contre les maladies, contre le gel et la sécheresse, contre tout ce qui risque de les précipiter dans la faim. Mais loin de détruire ce qu'ils asservissent, ils stimulent, ils encouragent, ils incitent la germination et la pousse et finissent même par faire fleurir des champs de pierre. La vie reste dure, parfois brutale même, mais elle devient plus longue, plus entourée et moins aléatoire. En même temps que l'agriculture, l'homme optimise sa récupération de l'énergie stockée dans les animaux en passant de chasseur à éleveur. Pourquoi courir après nos proies quand on peut les garder sous la main, près de nous? Ces troupeaux d'animaux domestiques, bœufs, moutons, porcs ou chèvres, vont rapidement devenir d'une importance telle
qu'elles représentent souvent pour ceux qui les possèdent leur bien le plus précieux, l'ensemble de leur richesse. Et partout dans le monde, j'ai observé cela. C'est un peu l'équivalent de notre compte en banque, avec bien plus de soins et d'amour donnés, et avec bien plus d'aléas. Ces animaux étant tous leurs biens, les femmes et les hommes apprennent à vivre de tout ce qu'ils produisent. Leur viande et leur lait, bien sûr, mais aussi leur peau, leurs tendons, leurs excréments même, qui brûlent bien et fournissent chaleur et cuisson. Encore et encore, toujours l'énergie. Chaque espèce est utilisée pour ses qualités, pour ce qu'elle peut offrir à l'homme. Souvent la force et l'endurance et la résistance aux conditions climatiques. Ce qui me fascine, c'est de réaliser que l'homme n'a pas seulement réussi à capter l'énergie des plantes ou celle des animaux, il est parvenu à maîtriser l'ensemble du transfert de l'énergie qui passe d'un être vivant à un autre, récupérant à son bénéfice tout ce qu'il peut prendre. De tout temps, l'humain a mis ses prédispositions sociales au profit du partage. Il a partagé, mis en commun, donné les biens et les connaissances. Il a inventé le troc, puis une version plus astucieuse encore, le commerce, qui permet de tout échanger plus facilement. Son intelligence lui a fait découvrir d'autres moyens de transport plus rapides, comme les bateaux, qui en glissant sur l'eau ne demandent que très peu d'énergie. Ainsi, il a réussi à vaincre les distances, découvrir d'autres continents et accéder à l'inaccessible. Aux quatre coins de la planète, l'humain a survécu, s'est adapté, a prospéré puis essaimé. Et chaque fois, son inventivité a pris un visage différent, donnant naissance à des cultures différentes, riches, pittoresques et captivantes. La terre pouvait être trop sèche ou trop humide, les humains parvenaient toujours à l'apprivoiser, comme ils avaient apprivoisé le bœuf et le riz. Avec le feu, l'homme a découvert les métaux, et ses outils sont devenus de plus en plus performants. Partout, il a creusé la terre à la recherche de roches précieuses, de métaux rares, puis d'énergie enfouie. Toujours, il y a mis ses deux atouts principaux, son intelligence et sa coopération. Et son entêtement à tout vouloir réussir lui a fait accomplir des prouesses. Peu importe les difficultés, peu importe le temps et les sacrifices, l'homme efface tous les obstacles que la nature met devant lui. Il remporte tous les défis. Et puis, il y a 150 ans, l'humain a réussi à un coup de génie qui va marquer une nouvelle rupture totale dans sa vie. L'exploitation massive de nouvelles formes d'énergie, condensées et disponibles à l'excès. Le charbon, puis le pétrole. S'ensuit un changement radical d'échelle dans son succès. La révolution industrielle.
Il exploite les énergies à grande échelle, de manière plus systématisée, organisée, méthodique. 150 ans sur 4,5 milliards d'années. Par rapport à l'histoire de la Terre en 24 heures, cette époque nous place seulement à 5 microsecondes de minuit. 5 microsecondes. Même un clignement d'œil dure 100 000 fois plus longtemps. Il y a 5 microsecondes donc. L'être humain apprend à maîtriser l'énergie comme aucun être vivant ne l'avait jamais fait. Et change pour toujours la condition humaine. Il creuse pour récupérer le charbon, le pétrole et le gaz. Cette énergie est presque illimitée, tant ses réserves sont gigantesques et presque gratuites, puisqu'il suffit de se servir. On peut creuser partout, sur les terres comme sous les mers. Ces énergies fossiles proviennent de la décomposition de végétaux morts depuis des millions d'années. C'est pour cela qu'on les appelle fossiles. En quelque sorte, l'homme a donc su passer de l'énergie des vivants à l'énergie des morts, celle de milliards d'animaux, de plantes en décomposition qui avaient stocké l'énergie du soleil pendant des millions d'années dans le sol. Rendez-vous compte, cette fois-ci, il ne se contente plus de maîtriser l'énergie qui passe d'un être vivant à un autre, comme pour l'agriculture ou l'élevage. Cette fois-ci, l'homme réussit la prouesse de récupérer aussi l'énergie fossile qui s'accumulait et n'avait jamais été exploitée. Une énergie incroyablement plus concentrée et plus puissante. Grâce au pétrole, les humains peuvent travailler les matériaux comme l'acier, le ciment, le plastique, et ils vont pouvoir construire bien plus, bien mieux. Ces constructions ont pris des échelles inimaginables à la taille de ses ambitions. Il invente des machines, des titans de métal pour creuser et trouver les matériaux ou les énergies. Il est dans la démesure dans tous les domaines, pour l'exploitation, pour l'habitat, pour les voyages. Il peut maintenant, grâce à ces géants de fer, se déplacer sur les terres, sur les mers et même dans les airs, en réduisant les distances du bout du monde de plusieurs semaines à quelques heures. Un aller-retour à l'autre bout de la planète prend aujourd'hui moins de temps que d'aller à la ville voisine il y a 2 siècles. Ces frêles esquifs se transforment en bateaux-usines, capables de localiser, traquer et récupérer le poisson à la tonne sans risquer sa vie à chaque sortie en mer. Son agriculture se mécanise. En passant de l'âne au tracteur, il peut exploiter des surfaces toujours plus grandes, toujours plus facilement. Le pétrole, c'est la potion magique qui a permis de faire reculer la faim omniprésente. La précarité extrême, l'épuisement permanent pour des rendements autrefois si modestes. Le pétrole a permis cette transition des femmes et des hommes de la simple survie à la vie. L'homme maîtrise totalement l'irrigation. Il creuse des centaines de mètres sous la terre pour éveiller l'eau qui y dort depuis des millénaires et lutter contre la sécheresse, même dans les champs les plus arides.
Avec la maîtrise des engrais et de l'irrigation, il fait verdir les déserts. Grâce au pétrole, il va aussi inventer de nouveaux pesticides, bien plus efficaces pour lutter contre les mauvaises herbes ou les animaux nuisibles. Fini les récoltes presque totalement perdues, mangées par les vers et par les rats. Adieu les famines. Tous ces animaux qui volaient cette énergie depuis des milliers d'années en sont maintenant privés. L'homme s'assure que toutes ces plantes qu'il fait pousser sur les territoires de plus en plus grands ne seront plus détournées par aucun autre être vivant. À partir du pétrole, grâce à sa maîtrise des éléments chimiques, il invente de nouvelles matières comme le plastique. En agriculture, le plastique va lui permettre d'apprivoiser les rayons du soleil, piégeant leur chaleur à l'intérieur de la serre. Le fameux effet de serre. En captant ainsi l'énergie solaire de manière bien plus efficace que jamais auparavant. L'humain va pouvoir faire pousser ses cultures même lorsqu'il fait froid. Et avec la lumière artificielle, il les fait pousser même lorsqu'il fait nuit. Car l'efficacité et la productivité ont tellement été sélectionnées chez l'être humain que c'est devenu une seconde nature. Une obsession presque. Puisque les plantes ne dorment pas, il est logique de vouloir les faire produire en permanence. C'est la révolution verte qui a permis de multiplier les rendements agricoles tout en réduisant la quantité de travail nécessaire. Grâce à la mécanisation de l'agriculture, l'utilisation d'engrais très efficaces, l'irrigation ultra performante et les pesticides très puissants. On est ainsi passé de 1000 kilos de céréales produits par agriculteurs à 500 000 kilos. Oui, vous avez bien entendu. 500 fois plus en 150 ans à peine. Les éleveurs également ont pu changer la dimension de leurs exploitations. Ils peuvent maintenant gérer efficacement des centaines d'animaux en optimisant le nourrissage et le soin et en permettant à plus de gens l'accès à une viande beaucoup moins chère. La mécanisation offre aussi la possibilité d'exploiter les matières premières, comme le bois, bien plus massivement qu'il n'a jamais été possible, les rendant disponibles pour tous, partout. On peut transporter des forêts entières en bateau. Les denrées voyagent à la tonne et les échanges permettent progressivement à la faim de reculer dans le monde. Chaque région se spécialise et devient plus efficace. Produit en masse et exporte dans les régions voisines tout en important leurs spécialités. Sur notre table, steak d'Argentine, tomates du Maroc, avocats du Mexique, crevettes du Vietnam, soja du Brésil, riz de Thaïlande. Maîtrisant l'énergie comme jamais avant grâce au pétrole, rien ne nous est plus interdit. Nous pouvons construire une ville énorme en 2 ans seulement, y abriter des millions de gens. Le béton, c'est l'enfant du pétrole. Ces prodiges techniques concentrent une telle population qu'il devient impossible d'oublier que nous sommes une espèce très sociale. Les populations grossissent et nous construisons des villes de plus en plus grandes, de plus en plus hautes, de plus en plus organisées.
Nous avons les moyens et les ressources de construire des villes partout, même en plein désert. Il suffit de dessaler l'eau de mer, d'importer du sable, le deuxième matériau le plus consommé du monde après l'eau, et d'en faire du béton. Et ce béton qui a servi à construire la plus haute tour du monde à Dubaï utilise un sable, écoutez bien, qui arrive d'Australie. Oui, d'Australie. Vous vous rendez compte ? Rien nous est interdit. Tels des fourmis ou des termites, nous construisons énergiquement pour notre population sans cesse grandissante. Mais à la différence des insectes, nous améliorons sans cesse nos conditions de confort. Nous vivons de plus en plus vieux et nous possédons de plus en plus. Il a été calculé qu'un litre de pétrole, c'est l'équivalent énergétique du travail de 100 personnes pendant toute une journée. Or, la production de pétrole dépasse maintenant les 15 milliards de litres par jour. L'équivalent de l'énergie de la force physique de plus de 200 fois tous les habitants de la planète. Depuis que je suis né à Paris, la santé des femmes et des hommes dans le monde s'est énormément améliorée. Les enfants meurent moins souvent en bas âge. Pour beaucoup, nous avons augmenté, enrichi et diversifié notre alimentation. Nous vivons de mieux en mieux, de plus en plus vieux. Nous prenons de plus en plus de temps pour l'instruction, pour les loisirs, pour le tourisme. La France accueille tous les ans près de 85 millions de touristes, soit plus qu'il y a d'habitants en France. On peut maintenant aller passer une semaine sur un autre continent très rapidement, juste pour aller voir les éléphants et naviguer dans les mers lointaines ou les lagunes de Venise sans quitter son confort. Et toutes ces prouesses du développement de notre société nous paraissent normales. On peut partir à visiter les temples sacrés d'Égypte, du Cambodge ou de Birmanie et aller apprécier en famille, en masse, leur sérénité et leur quiétude. Vous le comprenez, c'est malheureusement là que cette belle histoire du succès humain commence à déraper. Et je ne peux plus vous le raconter comme si de rien n'était. Il faut avoir le courage de la vérité et dire les choses telles qu'elles sont. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Ayant éliminé pratiquement tous les obstacles naturels, l'homme poursuit sa course en avant, aveugle, incontrôlé, sans aucune contrainte pour le freiner. Il court maintenant en déséquilibre total. Est-ce que ces gens, sur cette plage de Rio, ont vraiment conscience de la crise à laquelle la planète est confrontée? Fort de toutes ces richesses, l'humain n'a pas renoncé à ses instincts d'accumulation, de reproduction et de dissémination. Avec une mortalité sans cesse repoussée, la population mondiale connaît une croissance galopante.
j'étais enfant, nous étions à peine plus de 2,5 milliards. En l'espace de ma vie seulement, nous sommes 3 fois plus nombreux. Toutes les secondes, nous sommes 5 de plus sur la Terre. 5 de plus, 5 de plus, 5 de plus. Le temps de voir ce film, nous serons 20 000 de plus sur la planète. Dans 4 jours seulement, nous serons 1 million de plus. L'année prochaine, 100 millions de plus. Nous pesons de plus en plus lourdement sur la Terre. Notre empreinte est de plus en plus profonde à mesure que nous nous encombrons d'objets. Poussé par les élans de la vie et la dynamique de son propre succès, l'humain a cru dominer les règles de la nature. Mais aujourd'hui, elle se rappelle à lui. Il ne peut pas y avoir une population infinie sur un territoire limité. On ne peut pas extraire une infinité de ressources sur une planète finie. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Aujourd'hui, la planète n'est pas confrontée à une crise environnementale majeure, mais à deux. La crise climatique et celle de la biodiversité. Ces crises sont liées entre elles et s'aggravent mutuellement. Les deux sont créés par les activités humaines et les deux impactent les sociétés humaines. On parle beaucoup des glaces qui fondent au pôle, mais on ne vit pas au pôle. Alors en quoi cela nous concerne-t-il vraiment ? La réponse est simple. C'est essentiel car les glaces sont le meilleur témoin de ce qui arrive avec le climat. Leur fonte est facile à observer et montre le problème. Elle constitue donc un signal d'alarme très clair qui nous crie en permanence. La planète se réchauffe trop vite. Et les raisons sont faciles à comprendre. Tous les avantages que nous ont apportés le pétrole se sont accompagnés d'un prix terrible. En brûlant, il rejette du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 augmente l'effet de serre et donc la température de l'air. Cet effet de serre, qui est un processus naturel et qui a permis à la Terre de se réchauffer suffisamment pour développer la vie, est maintenant trop fort, beaucoup trop fort. Si les scientifiques du monde entier nous alertent, c'est qu'au niveau de la planète, les effets peuvent être dramatiques. Plus on émet de gaz à effet de serre, plus on risque une fonte massive des pôles. Or, les pôles jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat de la planète. Leur disparition déstabiliserait complètement le climat actuel. Et la fonte des glaces polaires ferait s'élever le niveau des océans. Si le Groenland fondait, le niveau de la mer augmenterait de 6 mètres. Si l'Antarctique fondait, les scientifiques parlent cette fois de 60 mètres. La quantité de terre perdue serait incroyable. Les océans avanceraient sur des dizaines, voire sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, et les côtes seraient entièrement redessinées. Heureusement, on n'en est pas encore là. Mais les données montrent que la banquise fond de plus en plus vite et que les icebergs s'en détachent. Les glaciers du monde, dont dépendent aujourd'hui plus d'un habitant sur 5 pour son eau potable, disparaissent progressivement. Depuis la révolution industrielle il y a 150 ans,
nous avons augmenté la température mondiale d'1 degré, et même de 3 degrés au pôle Nord et au pôle Sud, où chaque nouvel été est un nouveau record de chaleur. Si les scientifiques sont si inquiets, c'est que ces masses de glace sont à des points de basculement, prêts à chavirer dans une réaction en chaîne, précipitant une fonte de plus en plus accélérée. Plusieurs phénomènes ont été découverts récemment qui pourraient précipiter ce réchauffement et cette fonte. L'un d'eux est le réchauffement du permafrost. Du Canada à la Sibérie, des étendues gigantesques, 1/5 de la surface terrestre. Ces immenses étendues sauvages de sol gelé toute l'année sur plusieurs mètres de profondeur ont piégé des quantités incalculables de méthane, un gaz près de 30 fois plus réchauffant que le CO2. En relâchant ce gaz dans l'atmosphère lorsqu'il fond, le permafrost, ce sol gelé, accélère donc sa propre fonte qui s'emballe lentement pour l'instant, mais de plus en plus vite. C'est une véritable bombe climatique. Certains d'entre vous peuvent penser que ces 2 degrés de plus ne constituent pas une menace très importante. Après tout, 2 degrés, c'est quasiment rien. On comprend plus facilement l'impact de ces simples degrés quand on voit l'effet de la température sur notre propre corps. 2 degrés de plus et on est cloué au lit par la fièvre. 4 degrés de plus et c'est la mort assurée. La crise climatique, ce n'est pas seulement un réchauffement global. On devrait plutôt l'appeler le dérèglement climatique, avec des tempêtes, des ouragans, des cyclones, des canicules, des inondations, incendies toujours plus forts, toujours plus fréquents. Cette énergie que nous envoyons sous forme de CO2 dans l'atmosphère, nous la retrouvons dans la force foudroyante des tempêtes et des cyclones. Rien ne se perd, tout se transforme. On voit ces catastrophes à la télévision pratiquement tous les jours. On s'y habitue. Et cela touche de plus en plus de monde partout sur la planète. Australiens, Russes, Brésiliens, Américains, Indiens, mais aussi Européens. Nous sommes tous concernés. Mais il est un autre effet plus insidieux de ce réchauffement climatique. Ses effets sur l'agriculture. Les espèces agricoles ont été sélectionnées pour un climat stable, tempéré. Toujours le même à chaque endroit depuis des millénaires. Les plantes dans un champ sont maintenant réglées au millimètre. Leur engrais, pesticides et arrosage dosés précisément. Leur génétique, tout identique. Leur rythme de vie, standardisé. Ces variétés de céréales, de légumes et de fruits sont donc particulièrement performantes pour les conditions climatiques actuelles. Le revers de la médaille, c'est que si les conditions changent, elles deviendront complètement inadaptées. Or, les bouleversements climatiques sont bien trop rapides et brutaux pour ces plantes cultivées qui commencent à en être affectées. Les régions qui produisent certaines cultures adaptées à certains climats risquent de ne plus pouvoir assurer les mêmes rendements et de devoir changer de culture, voire abandonner leurs exploitations. On risque donc un dérèglement de l'alimentation dans le monde. C'est préoccupant,
car notre quotidien et notre civilisation dépendent entièrement de l'alimentation que nous fournit l'agriculture. On a tous tendance à l'oublier. Et toutes les espèces vivantes sont concernées. Car si la vie est habituée au changement, la biodiversité n'est pas adaptée à des modifications aussi rapides. La biodiversité, c'est la diversité, la richesse du monde vivant. C'est plus de 2 millions d'espèces connues, mais également plusieurs millions d'espèces qu'il reste à découvrir. Toutes ces espèces sont liées entre elles et même dépendent les unes des autres. Les arbres, les insectes, les oiseaux, les mammifères, les humains, les innombrables espèces en interaction au sein des écosystèmes dépendent de leur connexion avec les autres. Oui, vous et moi, nous faisons partie de la biodiversité. Et surtout, nous en avons besoin pour survivre. Absolument tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, c'est de la biodiversité. La viande et le poisson, les fruits et les légumes bien sûr, mais aussi les micro-organismes qui font le fromage et le yaourt, le pain fait avec le blé, la bière ou le vin. La biodiversité nous fournit aussi nos matériaux, comme le coton, la laine, le bois, ou la plupart de nos médicaments, traditionnels ou modernes. La biodiversité, c'est ce qui module notre climat en captant par exemple le CO2 de l'atmosphère. C'est aussi la biodiversité qui purifie notre air et notre eau, fertilise nos terres et pollinise nos cultures. C'est ce qui constitue le socle vital de notre existence d'être vivant. Et même si nous pensons être déconnectés de la nature, et même si nous ne sommes plus capables de nous en émerveiller, nous y sommes concrètement liés. Nous dépendons entièrement de la bonne santé des écosystèmes qui nous entourent pour que la planète fonctionne. Les espèces vivantes, qu'elles soient cultivées pour notre nourriture ou bien sauvages, sont les perfusions qui, depuis l'aube des temps, maintiennent en vie l'humanité. Et pourtant, nous éliminons à jamais de l'ordre d'1 millier d'espèces vivantes tous les ans. Les extinctions sont définitives et chacune d'elles constitue une perte irremplaçable. Un peu comme effacer un disque dur fonctionnant depuis des millions d'années sans savoir ce qu'il y avait dessus. Et en plus de toutes les espèces déjà éliminées, 1 million d'espèces sont actuellement menacées d'extinction. 1 million. Je sais bien que les chiffres ne touchent pas tout le monde, mais certains sont si importants que je ne peux pas m'empêcher de les donner. En voici, en 4 étapes de ma vie, et vous allez voir qu'ils ne sont pas si abstraits que ça. Depuis 1972, j'avais 25 ans, le nombre d'habitants sur la Terre a doublé et nous avons éliminé près des 2/3 des populations animales. Aujourd'hui, si l'on combine la masse totale de tous les mammifères, 96% sont des humains et leur bétail. Seulement 4% sont des animaux sauvages. Depuis 1982, j'avais 35 ans, nous avons doublé l'extraction des ressources naturelles arrachées à la Terre et nous balançons à la mer plus de 8 millions de tonnes de plastique tous les ans. L'équivalent d'un camion poubelle déversé dans la mer à chaque minute qui passe. Ce matériau peut mettre des siècles à se dégrader. Et en attendant, il remplit le ventre des rivières,
des poissons et des oiseaux. Ces images sont pour moi invraisemblables, inregardables. C'est tout un symbole. Nous sommes dans une civilisation de déchets. En 1992, j'avais 45 ans et j'apprends au premier sommet de la Terre à Rio que nous avons perdu la moitié des forêts naturelles mondiales et la moitié des glaces des pôles. Conscient des dangers que nous faisons peser sur notre environnement, j'entame un travail qui va changer ma vie, la Terre vue du ciel. Aujourd'hui, j'approche mes 75 ans et 75% des surfaces terrestres sont sévèrement altérées. La moitié du monde habitable est utilisée pour l'agriculture et la plupart de cette agriculture est devenue folle. Elle boit à elle seule 70% de l'eau douce mondiale et un tiers de ces terres n'est pas utilisé pour nous nourrir, mais pour nourrir notre bétail. Tous les ans, nous y répandons près de 5 millions de tonnes de pesticides et d'herbicides pour tuer les insectes et les mauvaises herbes. 75% des insectes volants ont disparu même dans les aires protégées en Europe. Et en France, nous avons perdu 30% des passereaux. Des chiffres comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines. Il faut se poser une minute pour réaliser que la nature animale, qui est toujours au cœur de l'être humain, le pousse à dévorer toujours plus. Que notre hyper-performance est devenue telle que plus rien ne lui résiste. Et que sans résistance maintenant, la machine s'emballe. Un exemple très fort de nos excès se trouve en Californie, qui concentre la production mondiale d'amandiers, et où l'industrialisation de l'agriculture a pris des proportions telles que pour les polliniser, on amène les abeilles par camion. Comme il faut des centaines de milliards d'abeilles pour polliniser ces champs gigantesques, et qu'il n'y en a pas assez en Californie, elles sont louées à la saison, parfois même importées d'Australie. Avec tous ces traitements utilisés, la mortalité reste énorme. Mais peu importe, on en louera d'autres l'année prochaine. Ailleurs, nos animaux domestiques, qui nous avaient aidés à sortir de la misère, sont élevés et mis à mort dans des conditions qui montrent notre manque d'humanité. Dans ces usines à viande, retirés à leur mère dès leur naissance pour produire massivement notre lait. Les petits veaux sont entassés à perte de vue par milliers dans la peur et la souffrance, sans que nous nous préoccupions de leur sensibilité et de leur intelligence. Notre avidité et la recherche du profit nous a fait totalement perdre de vue l'importance de la vie. Nous traitons les animaux comme des plantes. Il faut les faire pousser vite. Pour la production en masse de viande bon marché, les animaux sont entassés pour être engraissés et shootés aux hormones et aux antibiotiques. Cette forme d'élevage intensif détourne de l'agriculture l'eau et les céréales qui pourraient nourrir le monde et participe à l'effet de serre. Malgré les avertissements de la médecine, les consommateurs sont poussés par les lobbies à manger de la viande tous les jours. Et en 40 ans, la consommation de viande dans le monde a triplé, contribuant à une véritable crise sanitaire, l'obésité. Pourtant, le calcul est vite fait.
Alors qu'un hectare cultivé peut nourrir 2 carnivores, il permet l'alimentation de 50 végétariens. Plus de 100 milliards d'animaux abattus tous les ans pour leur viande. 1 milliard juste en France. Mais rien n'arrête la volonté de produire toujours plus de viande à bon marché. Ici, en Chine, ces immeubles ne sont pas des logements sociaux. Ils sont en réalité des élevages verticaux de cochons. De leur naissance à leur mise à mort, ces pauvres animaux ne quittent jamais cette porcherie ultramoderne. Pas une seconde de leur misérable vie, ils n'ont vu le ciel ni senti la terre. Notre sandwich au pâté, c'est bien plus souvent la souffrance indicible et prolongée, cachée derrière ces jolis murs bien propres, que la consommation normale de l'animal ayant vécu sainement à la ferme ou au pré. Comme dit le poète Lamartine, on n'a pas 2 cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. La pêche industrielle a également dérivé vers des eaux troubles. Grâce aux satellites et aux radars des navires, il est maintenant possible de localiser le moindre banc de poissons, aussi profond ou caché qu'il soit, et de les capturer jusqu'au dernier. Les gigantesques navires-usines embarquent de véritables chaînes de dépeçage et de conditionnement. Le poisson est préparé et congelé sur place, et le navire peut rester des mois en mer à vider les océans. Les prises accidentelles des poissons non consommés, en passant par les tortues et les dauphins, sont tués par centaines de milliers tous les ans. Le fond des océans sont raclés par des filets chaluts, détruisant tout sur des milliers d'hectares sous-marins, un peu comme si sur Terre on ramassait les fraises avec un bulldozer. Et pendant ce temps, nous tuons des centaines de millions de requins tous les ans. Plus de 10 000 à chaque heure qui passe. Pas étonnant que plus de 90% de tous les prédateurs marins aient disparu. Cette agriculture et cette pêche industrielle intensive n'enrichissent pourtant que très peu de gens. La majorité de l'humanité vit encore très pauvrement, sans épuiser la terre ni vider la mer. 250 millions d'agriculteurs n'ont toujours que leurs animaux pour exploiter leurs champs. Et 1 milliard n'ont même que leur propre force physique. Plus de 90% des pêcheurs travaillent à petite échelle. Un peu partout dans le monde, j'ai filmé des femmes et des hommes qui n'ont pas réellement bénéficié de la révolution des différentes énergies et travaillent toujours aussi durement qu'il y a des siècles. On sait qu'une personne au Bangladesh émet 30 fois moins de CO2 qu'un Américain. Mais il ne faut pas se leurrer. À une époque où Internet véhicule dans le monde entier les images du paradis, les habitants des pays en développement n'aspirent qu'à une seule chose, se développer et vivre le rêve qu'ils voient tous les jours sur leurs écrans. Des enfants qui connaissent bien notre façon opulente de vivre et pourtant n'ont pratiquement rien, j'en vois de plus en plus dans les pays où je vais. Comment parvenir à moins consommer, économiser davantage, tout en permettant à tout le monde de vivre bien? Pour beaucoup d'humains, il ne s'agit pas seulement de fuir la pauvreté ou la guerre, il s'agit aussi de plus en plus souvent de fuir la crise environnementale. Les réfugiés, qu'ils soient climatiques, économiques ou politiques, sont des réfugiés tout court. Ils sont de plus en plus nombreux et viennent d'un nombre de pays toujours croissant. Seulement 20 millions de réfugiés en 2019, je dis seulement, car l'ONU prévoit 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Dans les pays les plus pauvres, la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité vont créer des famines, des crises économiques et même des guerres.
et les pays riches seront touchés par ricochet. Malgré ce qu'on pense, la vraie crise migratoire n'a pas encore commencé. Et elle va violemment heurter ceux qui fuient comme ceux qui les reçoivent. Dans mon film Home, il y a déjà 11 ans, je répétais plusieurs fois « Il est beaucoup trop tard pour être pessimiste ». Et je mettais en avant les énergies renouvelables comme la solution ultime pour lutter contre le changement climatique. Dans le monde entier, j'ai vu les éoliennes pousser comme des forêts d'espoir. Mais ces efforts ne se sont pas accompagnés par une baisse de la consommation de nos énergies fossiles, le charbon, le gaz et le pétrole. Elles n'ont donc pas remplacé ces énergies fossiles. Elles s'y sont ajoutées, additionnées. Je disais aussi, regardons vers le ciel et apprenons à cultiver le soleil. Fabriquons nous-mêmes notre photosynthèse, car en effet, le soleil donne en 1 heure l'énergie consommée par toute l'humanité en 1 an. Dans le monde entier, j'ai vu des milliers d'hectares colonisés par les panneaux solaires. Mais toutes ces formidables initiatives n'ont pas remplacé les 100 millions de barils de pétrole que nous consommons tous les jours. 100 millions de barils. Et ce chiffre est en augmentation perpétuelle tous les ans. Un autre mirage, les COP. Ces grandes conférences internationales qui réunissent les pays signataires de la Convention des Nations Unies pour lutter contre le changement climatique. Elles ont lieu chaque année depuis les accords de Kyoto en 1997. J'y ai souvent assisté. Derrière les fenêtres du bâtiment des Nations Unies à New York, des centaines de diplomates étudient les rapports de plus en plus alarmants des scientifiques du monde entier et essayent de trouver des solutions. Ils symbolisent tous l'espoir de l'humanité et je pense qu'ils le savent. Je ne doute pas une seconde de leur bonne foi et de leur engagement sincère. Ces COP ont le mérite de réunir tous les dirigeants du monde sur ce sujet essentiel. Mais malheureusement, cela ressemble souvent à des réunions de copropriétaires qui ne s'entendent pas, où l'égoïsme des nations reste prioritaire et où chaque pays fait au final ce qu'il veut. Un autre exemple, pour moi le plus frappant et le plus révélateur dans le fameux accord de Paris, signé en 2015. 180 pays s'engagent à réduire les émissions de gaz contribuant au changement climatique. Mais pour que les pays producteurs acceptent de signer, les mots charbon, pétrole, gaz ou énergie fossile ne sont même pas prononcés dans l'accord. Comme si on avait peur de nommer l'ennemi qui va nous tuer. Jamais une COP n'a réussi à faire baisser les émissions de CO2. Cet échec est le symbole de notre addiction à la croissance. Le charbon, cette énergie la plus polluante, reste malgré tout la principale source pour produire de l'électricité dans le monde. On nous parlait de la fin du pétrole, mais on en extrait de plus en plus, comme ce gaz de schiste qui empoisonne le sol américain. Grâce à cette nouvelle source d'énergie, les États-Unis sont redevenus le premier producteur de pétrole et de gaz au monde. Ils ont fait chuter le cours du baril, qui n'a jamais été si bon marché. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'environnement. Avec une population dont 40% ne croient pas au changement climatique, les États-Unis, le pays le plus riche et le plus pollueur au monde, est pour moi le symbole de notre incohérence. Les énergies fossiles sont le sang de notre croissance et donc sous la protection inconditionnelle de la finance internationale. Les banques prêtent avec intérêt plus de 650 milliards de dollars chaque année aux entreprises qui explorent de nouvelles réserves de combustibles fossiles. Les banques sont donc dépendantes de leurs débiteurs et de la croissance de l'industrie des énergies fossiles. Difficile ensuite
de changer de modèle quand cela risque de provoquer des pertes financières colossales, voire des faillites. Alors que faire ? Guérir la finance de son addiction au charbon, au pétrole et au gaz fait partie des défis à relever. Et pour être honnête, aujourd'hui je vois un mouvement encourageant des banques pour sortir du charbon. Mais il est encore trop timide pour inverser la tendance. Il faut aller plus loin et inventer un nouveau modèle de finance au service de la planète. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt notre planète qui est mise au service de la finance. En 2020, des incendies gigantesques, impossibles à contrôler, ont ravagé l'Australie, la Sibérie et surtout la Californie, où près de 300 000 personnes ont dû être déplacées. Les millions d'habitants de San Francisco, qui ont vu leur ville en plein jour devenir rouge à cause des feux de forêt, ont réalisé sans doute ce que changement climatique veut dire. Ces images de fin du monde à la Mad Max devraient les faire réfléchir, nous faire réfléchir. Ce n'est pas de la fiction, du cinéma, c'est la réalité. Mais que je déteste vous raconter tout ça. Ça me transperce le cœur et c'est tellement désespérant. Ce ne sont pas des histoires qu'un grand-père a envie de raconter à ses petits-enfants. Mais je n'ai pas envie de vous mentir. Je n'ai plus l'âge ni le droit. Je me sens obligé de vous dire la vérité, d'avoir le courage de cette vérité. Ça serait ça, notre héritage ? Mon héritage ? Que je vais laisser à mes petits-enfants ? Et pourtant, nos enfants sont souvent beaucoup plus lucides que nous. Il y a 30 ans, en 1992, j'ai été saisi par les paroles de Seven Suzuki. Elle a 13 ans. Elle monte à la tribune des Nations Unies au nom de tous les enfants du monde. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. Et près de 30 ans plus tard, c'est Greta Thunberg, 15 ans, qui prend la parole aux Nations Unies. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. Be
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Elle est tellement brutale et maladroite. Mais elle est tellement touchante et émouvante. Et surtout, elle a tellement raison. Elle a la souffrance de ceux qui savent. Et je pense qu'il est indécent de se moquer d'elle. Car ce n'est pas à elle et à nos enfants de porter le poids du monde. C'est à moi, à nous tous. Comment un monde qui ignore ses enfants peut-il espérer un avenir? Comment peut-on entendre par 2 fois à 30 ans d'écart les mêmes messages d'alerte, les mêmes appels à l'aide et ne rien faire? On n'a pas écouté nos enfants et pourtant aujourd'hui nous sommes mis au pas par quelque chose de beaucoup plus petit, un virus. À l'heure où j'achève l'écriture de ce film, je n'aurais jamais imaginé vous montrer ces images de science-fiction, de ces villes vides, sans être humains. Et pourtant, les scientifiques nous avaient alertés devant ces risques de pandémie. C'est un peu comme pour le changement climatique, on ne veut pas y croire. Une pandémie tous les 10 ans. C'est vers ça que nous nous dirigeons si on ne change pas radicalement notre rapport à la biodiversité. En déforestant, capturant et vendant des animaux sauvages, l'homme a créé le cocktail parfait pour l'émergence de nouvelles pandémies. Le VIH, Ebola, la grippe aviaire et maintenant la Covid-19. Toutes ces pandémies proviennent de virus présents dans les animaux sauvages et qui se sont adaptés à l'homme. Nos élevages industriels et notre monde interconnecté ne fait qu'amplifier le phénomène. Du coup, ce danger invisible est devenu visible. Et face à cette nouvelle réalité, on a été capable de sacrifier notre économie. Dans le monde entier, en même temps, nous avons décidé de tout arrêter. Et nous avons tous accepté ces contraintes pour sauver des vies. Il est donc primordial de protéger la biodiversité et de repenser notre rapport au monde sauvage. Car la vérité, c'est que nous sommes en train de supprimer tout ce qui n'est pas humain sur la Terre. Écoutez bien ça. Selon le WWF, en 50 ans, nous aurions perdu près de 70% des mammifères, des poissons, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles. 70% du vivant, c'est incroyable. Et aujourd'hui, devant cette perte inimaginable, comment ne pas considérer tout être vivant autour de moi, autour de nous, comme précieux et sacré? Alors, que pouvons-nous faire pour lutter contre le changement climatique? C'est assez simple dans le fond. Nous devons impérativement décarboner nos vies par tous les moyens. Ça veut dire diminuer notre consommation de pétrole, de charbon et de gaz. Car cette énergie, faite de carbone, est cachée partout. Dans notre nourriture, nos vêtements, nos déplacements, nos maisons, tout ce que nous consommons au quotidien est plein de pétrole, plein de carbone. Il n'y a pas d'autre solution, même si cela paraît impossible. Car cette énergie qui nous a rendus si puissants et si riches est maintenant en train de nous tuer. Oui, de nous tuer, tout simplement. Nous devons affronter ensemble cette vérité. Et ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité de milliers de scientifiques qu'il faut croire. Leur solution? Il suffirait de réduire au niveau mondial notre consommation d'énergie fossile de 5% tous les ans pour ne pas dépasser les 2 degrés
souhaitée de l'accord de Paris. Et je parle surtout des pays riches, car 70% des émissions de CO2 sont émises par à peine plus de 10% de la population mondiale. Et j'en fais partie. Quelle injustice! Si on ne fait rien, d'ici à 2070, un tiers de l'humanité pourrait habiter dans des régions aussi chaudes et invivables que le Sahara. Et en 2070, un tiers de l'humanité, ce sera plus de 3 milliards de personnes qui ne pourront plus vivre chez eux. 3 milliards de personnes, ça fait beaucoup de monde. Il faut donc être très courageux devant l'énormité de la tâche qui nous dépasse et reconnaître qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y en a pas d'autre. Décarboner nos vies. Ne pas le faire, ne pas s'engager, c'est être complice. Et j'ai aucune leçon à vous donner, car les 4/5 de ma vie, je suis passé à côté de tout ça. Regardez bien ces visages que nous avons filmés autour du monde. Je sais aujourd'hui que ma recherche de la beauté, elle était là, dans ces visages, si présente, si évidente. Nous allons devoir affronter notre destin tous ensemble, avec eux. Nous sommes tous égaux devant la souffrance et la mort. Je pense qu'on partage tous au fond de nous l'amour de l'autre. Rappelez-vous ce qui a fait notre force, intelligence et entraide. Vous sentez qu'ils font partie de notre famille, de ta famille? Disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée. Et il faut qu'ils sachent qu'ils ont une œuvre à accomplir avec les enfants, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Vous voyez toutes les croyances du monde dans leur visage? Vous sentez l'amour qui s'en dégage? Alors imaginez ce qu'on pourrait faire tous ensemble. Car la seule énergie durable, c'est l'amour. Car mon héritage, c'est tout simplement l'amour de la vie.
Yann Arthus-Bertrand, merci d'être avec nous. Ça y est, les Français ont votre film entre les mains, peut-être même bientôt des citoyens bien au-delà de nos frontières. Comment vous vous sentez là ? J'ai deux sentiments. Un sentiment que c'est un film difficile, compliqué. C'est le film le plus difficile que j'ai eu à faire. Je voulais pas faire un film catastrophe. Je voulais pas. Et en même temps, quand on additionne, on empile tout ce qu'on dit. Mais c'est un film qui moi-même, en le faisant moi, ça me terrorisait un petit peu. Est-ce que j'avais le droit de dire tout ça ? Est-ce qu'il est encore temps, c'est un peu la question, de sauver la vie sur notre planète telle qu'elle est actuellement ? Il n'y a pas de vaccin contre le changement climatique. Il n'y en a pas. On parle du Covid, on est tous en ce moment à rêver d'un vaccin. Là, il n'y en a pas. Le vaccin, c'est nous, c'est nos actions. Dans chacun de vos films, on vous sent de plus en plus pessimiste. Mais vous le dites vous-même, il n'y a que l'optimisme qui fait avancer. Alors, être optimiste aujourd'hui, c'est pas savoir lire. C'est être un peu con quelque part. Ça veut dire ne pas réfléchir aux chiffres que nous donnent tous les jours les scientifiques. C'est pas mes chiffres à moi, c'est des chiffres de centaines de milliers de scientifiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autres solutions que de continuer à se battre, d'essayer de changer le monde, puisqu'on peut encore le faire. Il suffirait simplement de réduire de chaque année de 5% nos émissions de gaz à effet de serre, de 5% nos consommations d'énergie fossile. Tout le monde le sait. Quand j'ai fait Home, il y a 10 ans, où je disais, voilà, on a 10 ans pour changer, on n'a rien fait du tout. On consommait 90 millions de barils de pétrole. Il y a 10 ans, on en consomme 100 millions aujourd'hui. Et en plus, on a toutes les énergies renouvelables qui se sont additionnées à tout ça. Donc on est complètement incohérent, on fait le contraire de ce qu'on devrait faire. Moi je suis jeune maman, quand j'ai vu votre film, Yann, j'ai été bouleversée, je me suis sentie responsable. Je me suis dit que pour mon fils, il fallait que j'agisse maintenant, aujourd'hui, ce soir. Alors je vous pose la question, s'il y a une chose, une habitude que je dois changer à partir de maintenant, de ce soir, c'est quoi ? La chose la plus simple à faire, c'est d'arrêter de consommer de la viande. Et surtout de la viande industrielle. Encore la viande des animaux qui ont été élevés d'une façon correcte, tués d'une façon correcte. Mais cette viande industrielle avec ce soja qui arrive du Brésil, c'est la chose la plus facile à faire. Et je pense la meilleure pour... Quand vous voyez les images qui passent derrière, les élevages de veaux, ces milliers de veaux entassés dans des cages pour faire le lait qu'on consomme tous les jours, c'est dingue. Ces images sont terrifiantes, mais elles le sont pour tout être humain. Oui, mais on a l'impression qu'on est dans une espèce de déni collectif. Est-ce qu'on va être capable de changer ? Je pense que oui, on a la capacité de le faire. Ça vient de la base. Quand il y avait l'arrivée de la Coupe du Monde de foot, on était 2 millions dans les rues. Quand il y a une marche pour le climat, on est 50 000. Eh bien, quand on sera 2 millions dans la rue, à défiler pour la vie de nos enfants, je pense que les hommes politiques changent. On changera tous ensemble. Merci. Tout de suite, sur M6, découvrez ou redécouvrez Home de Yann Arthus-Bertrand.